Quel pays est concerné derrière cette déclaration faite pour faire monter la pression? Et regardez, on est là, on en parle, ça marche déjà. Valérie Trierweiler pourra en parler toujours, Christian Macarian également, Bertrand Perrier et vous, Philippe Ball. Quel accord, avec quel pays d'ailleurs imaginez? On va se prêter quand même à cet exercice, c'est tentant, Christian Macarian. Ah, c'est à moi que vous posez la question. Oui. Écoutez, je pratique... Vous avez eu beau baisser la tête pour essayer d'être invisible. Pour échapper à la maîtresse, oui, néanmoins... voilà, ça marche pas. Plus vous baisserez la tête et plus j'aurai envie de vous interroger. Voilà. Je pratique pas la divination, mais prenons... Est-ce qu'on peut afficher le texte exact? On peut le remettre, oui. Audrey Bordard, vas-y, formidable, va remettre les mots. C'est le phrasé, voilà. Concernant un important accord commercial avec les représentants d'un grand pays très respecté. Alors voilà, on a là deux adjectifs, grand pays et respecté. C'est là qu'il faut faire le tri. Et alors le grand pays, c'est pas un petit pays, comme dirait l'autre. Bravo. Donc, est-ce que il y a des grands pays en Europe ou est-ce qu'il y a des grands pays plutôt en Asie? Qu'est-ce que vous appelez un grand pays? Est-ce que le Royaume-Uni est un grand pays? Ça peut être un accord avec le Royaume-Uni. Ou est-ce que le Japon est un grand pays? Le Japon correspond davantage à la définition de ce qu'on appelle un grand pays. Très respecté, il y en a beaucoup qui sont très respectés, heureusement, mais si je devais faire un pari entre Royaume-Uni et Japon, mais peut-être plus le Japon, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Le New York Times parle du Royaume-Uni. Sur les informations du New York Times, peut-être le Royaume-Uni. Mais j'ai bien fait de vous interroger. Vous voyez, vous étiez plutôt inspiré. Oui, surtout que je peux développer maintenant si c'est le Royaume-Uni. C'est ce que dit le New York Times. Ce qui n'est pas mon information, mais c'est le New York Times, sûrement mieux informé. Le Royaume-Uni, ça s'explique, alors là, pour le coup, clairement. C'est que le Royaume-Uni n'a pas un commerce extérieur excédentaire avec les États-Unis. Donc c'est une bonne affaire pour M. Trump que de conclure un accord avec un pays avec lequel les États-Unis ont un avantage commercial clair et évident. Donc, dans ce cas-là, ça serait un deal, entre guillemets, facile. Et effectivement, grâce, entre autres, au roi Charles d'Angleterre, c'est un pays très respecté aussi. Donc, ça colle, si j'ose dire. Mais il faut jamais oublier l'essentiel, c'est parce que le commerce extérieur États-Unis, Royaume-Uni est déficitaire au détriment du Royaume-Uni et excédentaire au bénéfice des États-Unis. Bertrand Perrier, vous aviez repéré l'information du New York Times sur le Royaume-Uni et vous disiez pendant la pause, je ne trahis aucun secret majeur, que ce serait quand même un mauvais coup pour Emmanuel Macron qui essaie d'entretenir une relation avec Keir Starmer. D'abord, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est la spectacularisation de la diplomatie. C'est vrai. Il est dans le teaser des accords diplomatiques. Tout est soumis à la société du spectacle. Là maintenant, on nous annonce, c'est extraordinaire. Il y a une sorte de pré-show de Donald Trump. Vous allez voir, le suspense est à son comble. C'est incroyable dans la diplomatie en général. Cette affaire de secret, de diplomates, de litotes, etc. Et alors là, c'est dans le spectacle. Donc ça déjà, je trouve ça fou. Pardon de vous interrompre, mais on parle plus d'accords commerciaux que d'accords diplomatiques. Oui, tout à fait quand même, il y a un maintien de suspense. En général, on négocie un accord, on l'annonce quand il est signé. Je trouve qu'il y a une mise en scène qui est, je trouve, un peu inédite de ce type d'accord. Après, il est vrai que si c'est les Royaumes-Unis, c'est vrai que les Royaumes-Unis ont noué avec la France, dans la gestion de la crise ukrainienne, un rapport particulièrement intense. Et Keir Starmer, Emmanuel Macron ont reçu à Londres, à Paris, des conférences successives sur les minerais, sur la sécurité ukrainienne. Et donc, si finalement le Royaume-Uni fait cavalier seul et joue sa propre route, sa propre carte commerciale, c'est vrai, plus que diplomatique, avec les États-Unis, c'est quand même en effet un coup de canif dans la relation privilégiée qui s'était nouée ces derniers mois avec Emmanuel Macron. Okay. Quand nous étions à l'âge d'apprendre les... Pardon.
Comme vous voulez. Allez-y, Valérie. Non, mais je veux dire, un peu moins dans la mesure où maintenant Trump s'est quand même éloigné de la Russie et rapproché de l'Ukraine. Donc c'est moins un coup de canif envers la France. Et quand on voit hier que le nouveau chancelier allemand a déclaré lors de son point presse avec Emmanuel Macron que les Européens n'arriveraient à rien dans l'accord russo-ukrainien de paix sans les États-Unis, qu'il fallait l'implication des États-Unis. Donc ça aussi, c'est une nouveauté quand même dans le camp européen. Oui, Philippe. Néanmoins, Trump, il me fait penser à ce qu'on apprenait quand on faisait des études de mathématiques, le plus grand commun diviseur. Et le PGCD, vous vous souvenez? On apprend ça comme ça. Pas, Eh bien, il essaye, si c'est l'Angleterre, ça rentre un peu dans son plan de nous diviser parce qu'il nous déteste. Il n'aime pas l'Europe et il n'aime pas qu'on soit unis. Il déteste ça. L'autre chose, peut-être, si c'est l'Angleterre, c'est que les installations, il y a énormément d'installations d'écoute mondiales. C'est énorme le système. Comment s'appelle-t-il déjà ce système? Voilà, c'est ça. Voilà, qui est sur le sol anglais et on ne peut pas imaginer de rester sur l'échec de Trump 1, qui a eu de très mauvaises relations avec la Grande-Bretagne, et peut-être qu'il essaye, sur les conseils de gens avisés aux États-Unis, de renouer des accords intéressants avec la Grande-Bretagne. Je voudrais vous faire écouter maintenant un homme qui tape fort à nouveau sur Donald Trump, c'est John Bolton. C'est pas n'importe qui, c'est l'ex-conseiller de Trump lui-même, qui était l'invité de Darius Rochebin hier soir, 17 mois passés aux côtés de Donald Trump précisément, et je vous le disais, il y va fort. Ça ne date pas d'hier, mais il y est retourné. Regardez. Trump n'a pas de philosophie, il n'a pas de grande stratégie, il ne fait même pas vraiment de politique au sens propre du terme. Trump voit les choses à travers le prisme de ses relations personnelles avec les leaders étrangers. Il pense être ami avec Poutine, ce qui explique sa politique dans ce domaine. Mais la Chine, c'est un peu plus compliqué. Pas de philosophie, pas de stratégie, pas non plus de politique, enfin pas grand-chose en fait à suivre John Bolton. Ça montre un extraordinaire amateurisme, une légèreté, une désinvolture. C'est ça le message de Bolton, qui est un homme dont on peut partager ou pas les options, parce qu'il a quand même une certaine responsabilité dans le premier mandat de Trump, mais il a pris ses distances très vite, comme un certain nombre d'autres hommes, y compris des militaires d'ailleurs. Je pense au général Milley. Mark Milley, qui a traité Trump carrément de fasciste intégral même. C'est la phrase d'un militaire de très haut rang. Donc il y a incontestablement, de la part des meilleurs connaisseurs de Trump et de ceux qui l'ont expérimenté, si je peux dire, dans l'exercice du pouvoir, une distanciation très nette par rapport à Trump et une accusation de légèreté. Mais quoi qu'il en soit, il est en poste. Oui, mais justement, quand on voit ça, pas de philosophie, pas de stratégie, pas de politique, on se dit c'est pas tenable dans le temps, en fait. Il y a plusieurs symptômes. On parlait tout à l'heure du rôle occupé et pris de plus en plus par J.D. Vance, le vice-président. Il y a des hommes qui valsent. La valse a déjà commencé, avec la disparition du conseiller à la sécurité nationale, dont Trump s'est séparé il y a une semaine. Il y aura sûrement d'autres. On parle beaucoup de la mise sur la sellette de M. Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense. Après Pete Hegseth, il a commis quelques petites erreurs. C'est quand même l'homme des fuites sur les opérations militaires. Il faut voir l'opération, c'est ça que je veux dire. Au-delà du cas personnel de Trump, l'ensemble de l'administration Trump est franchement mise en cause et fragilisée. Or, dans les dossiers qu'il a ouverts, c'est-à-dire lancer un défi douanier au monde entier, s'impliquer dans un dossier qu'il ignore en totalité, à savoir le dossier russo-ukrainien, s'impliquer dans l'affaire de Gaza, s'impliquer dans le dossier iranien, dans l'ensemble des dossiers dans lesquels il s'est impliqué, il s'agit principalement d'expertise et de finesse et de stratégie. Il n'est pas fin et il n'est pas stratège. Oui, mais en même temps, j'ai tendance à penser, pardonnez-moi Valérie, qu'il a quand même eu un premier mandat, il a réussi à se faire réélire, il n'a pas tout raté dans sa vie non plus. Non, est-ce qu'on n'est pas... Non, mais je dis, on n'est pas, et les John Bolton, ils ont aussi des comptes à régler peut-être.
est-ce qu'on ne pousse pas le trait un peu trop loin? Est-ce que tout est acheté avec Trump? Est-ce qu'il est si Parce que mauvais vous parlez d'autre chose. Il a incontestablement une très grande habileté politique, politicienne, à se faire élire. Il a constitué un cœur de cible, un cœur de noyau qui lui est acquis, et ce cœur de noyau dans le fonctionnement des institutions américaines est absolument indispensable pour gagner les élections. C'est exactement ce que les démocrates n'ont pas su faire. Madame Kamala Harris a ouvert grand les bras pour embrasser large, moyennant quoi elle n'a étreint personne, et lui, il a fait l'inverse. Il a pris un cœur de cible très dur de gens extrêmement déterminés, acquis à sa cause, autour desquels d'autres noyaux, par intérêt électoral, se sont agrégés. Donc c'est un homme qui sait gagner des élections incontestablement, qui sait communiquer, et puis jusqu'à aujourd'hui, il ne se passe pas une journée sans qu'on ne parle de lui. Donc ça, il sait faire. Oui. Mais c'est pas pour autant un stratège, bien sûr. Et c'est pas pour autant un homme qui... En fait, il illustre... Pardonnez-moi, Philippe. Peut-être que sur son premier mandat, il s'appuyait sur des hommes un peu plus expérimentés. Là, vous le disiez tout à l'heure. Qui envoie-t-il au Moyen-Orient pour négocier? Witkov, il envoie des gens qui sont issus du monde des affaires, qui ne sont pas issus du monde diplomatique, dans des crises, vous le disiez, qui demandent extrêmement de finesse, de doigté et d'expérience. Là, ça n'est pas le cas. Witkov est allé 4 fois, vous le disiez, à Moscou. Pour quel résultat? Aucun. Allez-y Philippe, et on va parler du Groenland. Oui, il illustre la thèse selon laquelle il y a des gens qui sont extrêmement doués pour prendre le pouvoir et nuls pour l'exercer. Et il illustre cette thèse-là. Mais il y a quelque chose. Pourquoi le navire avance quand même? Tout simplement parce que quand quelqu'un a la casquette du capitaine avec les étoiles, chacun fait un peu quand même ce qu'il faut faire pour que le navire ne s'échoue pas. Oui, mais ça navigue à vue. Ça navigue à vue. Alors... Pardon, un mot quand même pour Peter Navarro. Parce que quand même dans les gens un peu étonnants qui sont autour de Trump, il y a aussi ce Peter Navarro que Musk traite de parfait crétin. Donc c'est assez étonnant, la galaxie de courtisans qui était effectivement pas du tout son écosystème au moment de son premier mandat. Et là, tous les gens raisonnables, Marco Rubio, ont complètement déserté. Oui, ça s'explique. Il faut qu'on parle du Groenland après. Pardonnez-moi très rapidement, Christian. Pendant le premier mandat, les experts estiment-ils l'ont trahi puisqu'ils l'ont lâché. Et donc, dans le deuxième mandat, il prend des hommes non experts, mais acquis à sa cause d'une fidélité totale.